Bonjour à toutes et à tous et heureux de vous retrouver donc pour cet après-midi du 4 octobre 2023 pour notre colloque annuel de l'UC2M. Et en ce début d'après-midi, nous allons dialoguer, je vais avoir un entretien, une discussion, comme on dit en milieu politique. On dit parfois que la démocratie nécessite plus de discussion. C'est ce que nous allons avoir, un entretien avec Nicolas Revel, que je remercie très sincèrement d'être venu et de la confiance qu'il nous fait en venant ici à l'Université du Changement en médecine. C'est très agréable de vous retrouver. Nous allons donc avoir un entretien sur vous, sur l'hôpital, sur votre hôpital, la PHP, sur vos projets, à la fois de court, de moyen, de plus long terme. C'est un plaisir toujours renouvelé de vous recevoir. Nous vous avons déjà reçu à l'UC2M, mais c'était d'autres fonctions que vous occupiez. Vous avez finalement occupé toutes les fonctions qui nous intéressent ici, nous qui essayons d'analyser les organisations, et en particulier évidemment les organisations du système de santé, les rapports entre l'État et les organisations, entre l'État et les citoyens, et voir comment on arrive à manager, donc mieux manager surtout, mieux organiser le fonctionnement de l'État, de ces organisations, l'État lui-même, l'État... les organisations, dont les hôpitaux, évidemment, qui nous concernent au premier chef, dont ses propres relations internes avec ses salariés, dont les soignants, qui nous occupent beaucoup, avec ses partenaires, nécessaires et obligés, et qui, ensemble, dans ces grandes organisations, j'allais dire très grandes, très complexes, trop grande, je vous poserai la question si ce n'est pas trop grand, vous nous direz, et que vous nous expliquiez à la fois vos projets. Alors on va s'appuyer effectivement sur un document que vous avez sorti il y a quelques semaines, et c'est vos 30 projets, c'est 30 projets principaux. Je les ai lus évidemment attentivement. Ce sont des projets qui sont plutôt des projets, m'a-t-il semblé, d'assez court terme. Mais j'imagine que également vous avez des projets de plus long terme et des projets plus stratégiques. Je veux dire, effectivement, quand je les ai lus, on voit qu'il y a beaucoup de points sur le management de vos salariés, enfin des salariés de la PHP. Je voudrais également sans doute vous interroger également sur les responsabilités médicales et peut-être sociétales, sociales d'une institution comme la PHP qui a combien de salariés? Plus de 100 000? On va dire 100 000, voilà, qui est un arrondi. Alors, donc, je disais, donc on a un quart d'heure à peu près pour introduire cet après-midi avec vous, et après on essaiera... J'avais 30 minutes, rassurez-vous, mais après si vous voulez me virer dans 15 minutes, vous me virez quand vous voulez. Non, c'est 15 minutes moi-même, et après 15 minutes de questions avec nos amis, le groupe des 100 ici réunis, et d'autres qui sont connectés et qui vont nous poser des questions, et je prendrai toutes ces questions. Non, il faut que ce soit effectivement interactif. Oui, entre nous soit dit, j'ai pas de mal à tenir 30, 40, peut-être 2 heures, parce que en fait, on vous attendait beaucoup. C'est-à-dire qu'en fait, on voulait savoir comment le directeur général de la sécurité sociale, de la CNAM, de l'assurance maladie que vous avez été, puis même directeur de cabinet de la Première ministre. Du Premier ministre. Oui, pardon, de Jean Castex. Oui, pardon, excusez-moi. Du Premier ministre, Jean Castex, comment il allait effectivement faire son diagnostic, et puis quelles seraient les mesures. Vous êtes les mesures à prendre. Vous êtes à l'AP depuis? Je suis arrivé début juillet de l'année dernière, 2022. Bon, je ne veux pas faire trop journaliste, etc. Je ne vous pose pas la question, ça vous plaît? Vous verrez, non, mais je suis très passionné par ce que je fais, et je commence peut-être à répondre à la question qui est un peu celle que pourquoi ce plan, et vous m'avez posé, ce plan, il est évidemment la résultante d'un diagnostic. Quand j'arrive en juillet 2022, de cette manière, il y a un certain nombre de réalités que je connais en arrivant. Je sais que la PHP a perdu plus de 10% de ses effectifs infirmiers en 3-4 ans. Ce qui est quand même, quand on y pense, considérable. C'est à peu près 500-600 infirmières qui quittent le navire chaque année. Je parle en solde, à entrée-sortie. Du coup, on a perdu dans la même période 10 points de capacitaire. Et comme je le dis, désolé pour ceux qui m'ont déjà entendu, rapporté à 18 000 lits, tout compris MCO, SSR, psy, c'est 1800 lits
perdu en 4 ans, 1800 lits, c'est un petit CHU qui a disparu tranquillement, sans bruit, en l'espace de quelques années. C'est un déficit. Forcément, vous perdez 10 points de capacitaire. Vous avez, même avec la garantie de financement qui existe à l'époque, on est en déficit et on a fini l'année 2022 à moins 300 millions d'euros. Et c'est une communauté qui est plus qu'en doute. C'est-à-dire qui, les uns partent et les médecins se disent est-ce qu'on va encore pouvoir redresser les choses. Bon. J'arrive début juillet, je fais évidemment ce que n'importe quel nouveau directeur fait, c'est d'aller au contact dans les établissements et de prendre le temps d'échanger dans des réunions, plutôt que de me balader dans les couloirs, c'est plutôt d'échanger avec des équipes de tout métier, et pas que des médecins et des chefs de service. Et c'est ça qui est très frappant, c'est qu'il y a une trouille, une sorte de spirale infernale que je pense que vous connaissez. C'est quand vous êtes en tension d'effectifs, tout s'enchaîne. Vous cherchez à garder vos lits, vous poussez sur les heures supplémentaires, vous avez un peu plus d'absentéisme, vous changez les infirmières de service le matin pour boucher un trou, vous faites de l'intérim, et tout s'enchaîne. Bon, donc quand vous avez ça, oui, le premier des sujets pour moi, il est d'abord managérial. Quand vous êtes dans cette situation-là, votre sujet, c'est pas de refaire une super réforme d'organisation. D'ailleurs, la PHP en sortait, puisque 3-4 ans avant, il y avait eu la nouvelle AP avec 6 GHU, des pôles qu'on a rebaptisés DMU qui sont intersites. Réforme compliquée, contestée en interne. Quand j'arrive, on me dit il faut commencer par tout changer. Et je dis non, je pense que si on commence par refaire une réforme d'organisation, on en a pour 2-3 ans. Je ne sais pas d'ailleurs très bien laquelle il faut faire, d'ailleurs, pour être honnête. Commençons par le concret, quoi. Commençons par s'attaquer à ce qui fait qu'au quotidien, dans un service, un médecin, un cadre, une infirmière, une aide-soignante se sent bien. Et donc, c'est enregistrer tous les problèmes, les difficultés, et se dire sur quoi je peux agir. Et ce qui, moi, me frappe beaucoup dans ces échanges que j'ai en juillet, c'est que ça remonte très facilement. Et on voit plein de trucs sur lesquels on se dit, bah là, c'est pas un sujet forcément d'ONDAM, c'est pas un sujet de loi, c'est pas un sujet de ministère, c'est un sujet pour nous. Bon. Et donc, ces 30 leviers, en fait, c'est un document que je sors en interne en septembre. J'arrive en juillet, je sors un document mi-septembre, qui sont des pistes que je soumets à la concertation interne, en disant on va transformer ça en un plan, une fois qu'on aura eu les retours, et d'ailleurs ça a permis de changer les choses. Et l'idée, c'est ensuite un plan pour de vrai, c'est un truc qu'on fait. Et on se donne les moyens de le faire. Donc on a fini ça juste après les élections professionnelles à la paix, décembre, et depuis, on essaye de délivrer sur des choses très concrètes. Alors on pourra y venir, mais qu'est-ce qui fait qu'on rend le quotidien des paramètres? C'est les schémas horaires, c'est le logement. C'est les soignants d'abord. Votre centre. Mon premier sujet, je pense, c'est les soignants, parce que c'est là-dessus qu'on a une hémorragie. C'est ça qu'il faut qu'on enraye prioritairement. Sinon, on sera entraîné par le fond. Et après, j'engage aussi un élément qui est complémentaire et qui est très important pour une communauté médicale au sein d'un CHU, c'est tout le volet recherche. Parce que les médecins, quand ils bossent à la paix, ils viennent faire leur métier de médecin, mais ils viennent aussi, et pas que les HU, aussi beaucoup de PH, viennent aussi beaucoup pour faire de la recherche. Et donc, c'est avancer sur un certain nombre de sujets que sont les financements disponibles. Donc, on a revu l'intéressement recherche pour que ce soit plus important, plus dynamique, créer du temps libéré, protéger recherche pour des PH, et revoir ce qui, pour tous ceux qui travaillent à la paix, est un énorme sujet, c'est nos processus, nos lenteurs, nos difficultés de fonctionnement interne, sur tout ce qui est autorisation et accompagnement des projets, sujets qu'on a engagés, sur lesquels on n'a pas fini. Presque, oui, ça m'a quand même frappé. Merci à Françoise, parce que j'avais laissé mon document en bas. 30 leviers pour agir ensemble. Je me suis dit, c'est presque du micromanagement. C'est vraiment essayer d'avoir de l'impact sur des choses importantes ou considérées comme telles dans la vie des services. Et ça peut être à la fois doubler le nombre de logements attribués à des soignants, ça c'est macro. Travailler sur la qualité des réseaux informatiques, parce que quand vous arrivez à la paix, on dit ça ne marche pas, Orbis met 10 minutes à s'ouvrir. Très bien. Et c'est vrai qu'on a un réseau et un parc informatique un peu obsolescent, donc ça c'est macro. Et c'est aussi rentrer dans les processus de décision. Un des sujets que j'ai pris, au-delà
des schémas horaires pour les soignants, c'est de comprendre qu'est-ce qui fait que tant de gens à la paix vous disent, et pas que sur la recherche, mais aussi sur des sujets RH, achat, maintenance, c'est compliqué, on ne sait pas qui est responsable, on envoie des mails dans la nature, on n'a pas de réponse. Donc comment on reprend très précisément en identifiant une 15 à 20 processus qui font la vie quotidienne d'un service et on se dit où ça pêche, comment on peut améliorer et comment on amène assez vite une amélioration concrète, parce que moi je ne crois qu'à ça, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné une équipe au sein d'un service va se dire tiens ça marche un peu mieux, c'est parce qu'à un moment donné vous avez réussi à amener sur des choses qui vous ont signalé un élément de réponse qui ne transforme pas ça en paradis sur terre, mais qui fait qu'à un moment donné on se dit tiens voilà, petit à petit, pas à pas, on a l'impression d'être entendu et qu'on a quelque chose qui va dans la bonne direction. Moi j'ai aussi, je le dis, des interlocuteurs très lucides sur le fait que c'est multifactoriel, très lucides qu'on ne va pas remonter l'hôpital en 3 secondes et demie, et que tout le monde doit faire sa part du chemin et prendre sa part de responsabilité. Donc moi je le dis à mes équipes, on est aujourd'hui dans un temps managérial et qui est effectivement de s'occuper des choses de la vie quotidienne dans les équipes. Alors c'est facile à dire quand on dit c'est bizarre, il est 100 000, comment il fait ? Il faut réussir à embarquer, ce qui n'est pas facile, et c'est un travail d'essayer de réembarquer toute une chaîne autour de ces 30 leviers. Et j'ai eu le sentiment depuis le début d'année que la PHP s'était beaucoup mobilisée autour de ces 30 leviers. Et j'ai le plaisir de partager avec vous le fait qu'on a quand même un début d'impact. Parce que moi, le juge de paix là-dedans, c'est évolution des recrutements, évolution des départs capacitaires. Il ne faut pas chercher midi à 14h. Oui, on nous dit que ça se stabilise ou ça s'améliore un peu. Enfin, il y a eu un peu de communication peut-être. Non, aussi, aucune. Il y a des chiffres. Et donc, on a recruté en 23, parce qu'on voit à peu près comment se finit l'année. Une fois qu'on a passé l'été, on a toutes les sorties d'IFSI, on a à peu près fait la saison, entre guillemets, de recrutement. On va augmenter nos recrutements de 20% en 23 par rapport à 22. Je parle des infirmières. Et on va réduire nos départs de 11%. Parce qu'après, vous dites... Donc, plus 20, moins 11, ça veut dire que sur l'année 2023, on ne perd plus d'infirmières, on sera, à mon avis, légèrement excédentaire. Parce que vous dites, je vous coupe. Termine. Et ça veut dire qu'en fait, on a 2 années en une. On a un premier semestre, on a très peu de recrutement et on a tous nos départs habituels. Donc, on a perdu encore des infirmières premier semestre 23, moins qu'au premier semestre 22. Et là où deuxième semestre 22, on avait, avec toutes nos sorties d'IFSI, on avait fait un solde légèrement positif parce qu'on avait encore beaucoup de départs. Là, au deuxième semestre, on a un solde positif où on a à peu près entre 400 et 500 entrées de plus qu'on aura de sorties. Et donc, on rouvre des lits, là, et on en rouvre quand même pas mal, puisqu'on considère qu'on va en rouvrir à peu près 300 MCO et 100 dans les autres segments de l'offre. Peut-être on aura des petites fermetures sporadiques comme partout quand il y a un départ ou un congé, mais on a une bonne dynamique de fin de... Alors pas partout, on n'est pas bon en pédiatrie, où c'est encore difficile de recruter, en gériatrie on va en parler. Mais on a un début. Ouais. Oui, alors il y a une part, je ne dirais pas que c'est le plus facile, mais enfin on pense que c'est plus facile de recruter. Bon, la marque APHP... indiscutablement, elle est quand même glorieuse. En tout cas, elle l'a été. J'espère qu'elle l'est encore. Après, c'est la question de garder le personnel. Alors là aussi, vous prenez un certain nombre de mesures, notamment les logements, c'est ça. Bon. Et alors, ça m'a fait un peu sourire parce que je me suis dit, quelques-uns, et moi en particulier, nous regardons ce secteur depuis longtemps. Avant, c'était bien comme ça. Les infirmiers étaient bien logés par la PHP, et puis à un moment on s'est dit non mais tout ça est dispendieux, tout ça c'est dans le fond c'est très peu, c'est économique. Et en fait, en réalité vous donnez l'impression de réinventer quelque chose, mais en réalité ça a existé, ça, de loger son personnel pour simplement se l'attacher au bon sens du terme, hein, mais en tout cas se le fidéliser. Historiquement ce fut vrai, pendant très longtemps la PHP a logé beaucoup de monde, beaucoup de soignants et même beaucoup de gens qui ne travaillaient pas à la paix. Après il y a eu des dérives. Pendant un temps, on a considéré qu'on avait tout ce qu'il fallait en IDE, et donc on a vendu beaucoup. Et maintenant, c'est pas depuis un an, mais ça fait maintenant depuis 4-5 ans qu'il y a un rééquilibrage. Et bon, en arrivant, le chiffre, c'était que chaque année, avec le parc qu'on a, on arrivait à attribuer 600 logements à des soignants, ce qui est pas mal.
Et j'ai décidé qu'on se fixait un objectif de passer à 1200, donc de doubler, ce qui évidemment nécessite de l'argent, parce que pour pouvoir loger plus, il faut acheter des droits de réservation auprès de bailleurs et de promoteurs. Et donc on a dégagé, avec l'aide de l'État, 100 millions d'euros sur 5 ans pour armer ce dispositif. Mais la fidélisation, quand je dis que j'ai moins 11% de départ, quelque part, pour moi, c'est plus important encore que plus 20% de recrutement. Parce que si c'est avoir plus 20% de recrutement de gens qui repartent dans les 3 ans, c'est sans fin. Donc le moins 11% de départ, pour moi, il est très important. Et pour aller plus loin, j'ai parlé des schémas horaires, mais un des points sur lesquels on va engager là l'ensemble des services, c'est de travailler sur quelque chose qui est pour moi assez fondamental, qui est la cohésion dans les services. Quand vous discutez avec les équipes, avec des cadres, des infirmières, qui vous disent pourquoi vous partez, il pourrait y avoir des projets de vie, partir en province, on a eu beaucoup de départs en province, il peut y avoir des sujets de fatigue, sûrement, bon, des sujets qu'il y a trop de malades par soignant, sûrement, mais il y a aussi l'ambiance de service, énorme l'ambiance de service. Est-ce qu'on a le temps de se poser? Est-ce qu'on est respecté? Est-ce qu'on est écouté? Est-ce qu'il y a des temps collectifs? Est-ce qu'il y a de la formation in situ? Tous ces sujets-là sont importants, et je ne vais évidemment pas pour le coup micromanager, mais dans les prochains jours, on va inviter l'ensemble des chefs de service et des cadres à se saisir de ces questions avec quelque chose qui va un peu les guider, mais sans faire un truc scolaire, parce que je pense qu'il faut que, à la paix, on a des services où ça marche merveilleusement, et d'autres moins. On a une grande diversité de situations. C'est là où ça pourrait déraper? Vous êtes un peu plus craintif dans vos rapports avec les médecins? Oui, je pense qu'il faut le faire avec tact. Bah, si je leur dis, vous allez me remplir un questionnaire et vous allez être piloté, je pense qu'ils vont dire, attendez, ça ne marche pas comme ça. Donc je pense qu'il faut aussi investir sur le fait que tout le monde a envie de remonter le service et de leur dire, essayez de vous saisir de ça. Pendant ces dernières années, il y a eu le Covid, il y a eu les tensions RH, tout le monde a couru après le temps. Ça reste aujourd'hui très difficile, mais je pense qu'on peut maintenant prendre un peu plus le temps de s'occuper de ça. Comment on travaille avec des chefs de service, des médecins? Parce que bon, les vôtres, alors là, il y a beaucoup de médecins, il y a beaucoup de patrons de services, etc. Enfin, ceux de la PHP ont la réputation d'avoir... c'est la ville capitale, donc d'avoir une certaine stature. Bon, et peut-être pas d'une très grande souplesse. Après tout, disons les choses clairement. Enfin, je pense que tout le monde est aligné à la paix sur le fait qu'on a besoin de remonter la maison. Hein. C'est ça qui nous intéresse. C'est-à-dire qu'en fait... et je pense que tout le monde a envie de tirer... Moi, la marque, Non, la marque, c'est surtout... rétablir notre capacité à faire le métier, soigner, faire de la recherche. Alors comment vous avez travaillé? Parce que vous dites, pour faire ces 30 mesures, parce que c'est quand même pas rien, donc j'imagine que c'est pas seul que vous l'avez fait ou écrit, notamment avec des collaborateurs, mais comment vous avez, parce que c'est ce qui nous intéresse ici, comment vous avez travaillé, comment vous avez accompagné la transformation, ce management, ce change management que l'on pourrait qualifier comme cela. Je ne vais pas vous raconter toutes les étapes, non, mais par exemple, ce document-là, par exemple, avant le document, là c'est un plan décembre. En septembre, je mets dans la nature un premier document pour dire, voilà ce que je vois, voilà ce vers quoi j'ai envie qu'on aille, qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que je crois toujours que on n'avait pas le temps de faire un diagnostic en disant, alors quels sont vos problèmes? Parce que quelque part, ça va tellement vite, on arrive honnêtement, en fin juillet, j'avais compris à peu près le truc. Bon, donc, maintenant, comment vous voyez la solution? Il y a eu beaucoup de réponses. Sur les 30 pistes, ce n'était pas exactement les mêmes, parce qu'on a du coup changé des choses. Dans les GHU, ils ont voté en disant, c'est quoi les priorités? Bon, il y a eu beaucoup de contributions. Et quand on est passé des pistes aux actions, on a fait un travail en chambre où j'avais des représentants de la CME, des directions, et 2 des 4 syndicats qui venaient à des réunions, on leur passait en gros ce qu'allait être le plan, nos mesures précises. Rien n'a jamais fuité, alors qu'on dit à la paix c'est une maison de verre. Et on a travaillé, on a stabilisé, on a corrigé, et on a fait le plan en décembre. Depuis lors, on travaille ensemble. Moi, je fais des points très réguliers avec chacun des 6 GHU, on passe en revue. Ils viennent avec des représentants de la communauté médicale, évidemment de l'encadrement soignant, des directions métiers. Et voilà, on travaille. Et moi, j'essaie de trouver le juste équilibre entre ce sur quoi je suis sur leur dos et où je suis parfois très prescriptif. On a engagé un travail sur la place du service versus l'épaule. Là, on sent qu'il faut être un peu
prescriptif. Vous vous êtes fait accompagner par... non, personne. Rien, jamais, à aucun moment. Et honnêtement, on aurait perdu du temps, de l'argent. Mais je termine ma phrase. Des fois, il faut être très prescriptif. Et puis des fois, il faut vraiment leur faire confiance et leur laisser trouver les chemins. Presque ma dernière question. Et puis après, je vous livre à la sagacité de nos amis. On ne voit pas grand-chose quand même, effectivement, sur le long terme. Alors, vous dites recherche, mais enfin, bon... non, il y a deux choses qui sont en fait nichées dans les 30 leviers et sur lesquelles on sort maintenant. Il y a pour moi un deuxième sujet sur lequel j'ai envoyé là, ces derniers jours, un document un peu sur le même format que les 30 pistes d'il y a un an. C'est l'expérience patient à la paix. Donc on ouvre ce sujet de patient à la paix, des sujets très concrets de prise de rendez-vous, d'accueil, de parcours intra-hospitalier, de réponse téléphonique, d'alimentation et d'hôtellerie, de gestion des sorties. Je ne parle pas de la prise en charge médicale dans un service donné sur une pathologie donnée, parce que là, on se noierait. Bon. Donc ça va être notre grande affaire de 24. Bon. Et sur la stratégie médicale, on a engagé un travail qui va aboutir à la fin de l'année à éclairer notre stratégie de réouverture capacitaire à 3 ans. Donc sur quoi on veut rouvrir en HC, en HDJ. Donc ça, c'est, je dirais, à 3 ans, ça vient très très vite. Hein. Donc ça va être comment on priorise nos buts de guerre en termes de réouverture par rapport à une vision de où sont les besoins et où sont pour nous les enjeux. Et ensuite, on travaille, et c'est en cours, mais ça on va le finir au premier semestre 24, une projection stratégique à 5 ans, sur lequel je prends le temps d'avoir d'abord des nouvelles CME, puisqu'on réélit les CME maintenant, et donc je vais faire ça avec la nouvelle CME, les nouvelles CME qui vont être issues de ce scrutin, parce que le projet médical, c'est quand même un sujet de CME, donc je le fais avec les futurs. Et puis par ailleurs, on sait que se projeter sur de la stratégie médicale, souvent il y a quand même de l'investissement embarqué. Et honnêtement, à 3 ans, tout est blindé, on n'a vraiment plus la possibilité de faire beaucoup. Donc on va plutôt essayer de s'inscrire dans une perspective de moyen terme qui va être plutôt 26-30 que 24-26, parce que là, honnêtement, on est dans une situation telle que... Voilà, dernière question. André Grimaldi est toujours séduit par vous ? André. Moi, j'aime bien André Grimaldi parce qu'il a des convictions, il les défend. Jean Sibilia. Vas-y, Jean, vas-y. Merci, M. Revel. D'abord, très admiratif de votre pragmatisme. Je pense que c'est, en contexte actuel, je pense que c'est important. Moi, j'avais 2 questions, une très précise, une plus générale. La première question, c'est sur la communauté HU qui est quand même en difficulté. L'attractivité, est-ce que vous avez dans votre sac quelques mesures d'attractivité qu'il faudrait pousser nationalement, mais qui pourraient être mises en œuvre à la PHP. Il y a eu quelques départs quand même emblématiques à la PHP, je pense, dans le domaine du digestif, hein, qui ont quand même marqué, même en province, un peu les esprits. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour redonner confiance à la communauté HU les PH sont très importants, hein, il n'y a pas de débat, mais en termes de gouvernance de la recherche et de la formation dans le modèle CHU, qui est quand même un modèle que tout le monde regarde avec un œil très envieux, comment est-ce qu'on peut faire? Et la deuxième question, qui est plus générale, mais qui est une inquiétude, est-ce que vous ne trouvez pas que ça manque d'engagement politique, d'un grand plan Marshall des CHU? Parce qu'on aurait pu imaginer, on a mis 40 milliards sur le numérique, on aurait pu se dire, en France, on veut restaurer à l'allemande ou à la Hollande, comme aux Pays-Bas, restaurer une vraie structure de réseau de CHU avec une ambition soins, formation, recherche, et on met le paquet 20 milliards, la moitié du numérique, 20 milliards sur 5 ans, et on crée vraiment un réseau hyper performant, rénové, hyper performant. Pourquoi on n'a pas cet argent et est-ce que ça peut venir? Vous avez bien sûr noté que Jean Sibilia était le coprésident de l'UC2M, au-delà du fait qu'il soit doyen de Strasbourg. C'est pour ça qu'il regarde beaucoup l'Allemagne peut-être, et l'Europe du Nord. Donc, sur l'attractivité HU au sens large, je pense qu'il n'y a pas de formule magique. Là, il y a des sujets très concrets. Il y a notamment un sujet de retraite des HU sur lequel je pense qu'on va y arriver puisqu'on est en train de caler ce que sera l'arbitrage et qui me paraît correct. Enfin, je ne vais pas rentrer dans les détails et je ne vais pas révéler un arbitrage avant qu'il soit rendu, mais on va enfin pouvoir sortir ce sujet-là. Bon, je pense que c'est un élément qui peut jeter le trouble, mais ça n'est pas le seul. Moi, ce sur quoi j'essaie de travailler, c'est de se dire que
un jeune médecin qui se dit est-ce que je reste à l'AP, est-ce que je fais ma carrière à l'AP, il trouve des conditions pour exercer son métier de médecin qui fasse qu'il y ait des lits, ça tourne, je pense que ça compte. Et après, ma recherche, est-ce que je la fais dans des conditions où je ne me perds pas dans des labyrinthes qui fait que ça ne marche pas. Donc je pense là encore, je pense qu'il faut être assez concret et faire en sorte que tout simplement on ait moins ce sentiment d'un truc qui ne marche pas. Ce qui est intéressant sur les deux chirurgiens de Beaujon dont vous parlez, qui sont partis, c'est quand moi je trouve que j'ai rencontré l'un d'eux. Quand je suis arrivé, on s'est vu fin juillet pour comprendre. Bon, c'est pas du. Il y en a un des deux qui ne serait jamais parti s'il n'y avait pas eu à un moment donné un sujet qui n'a pas probablement été très bien géré. Voilà. Et donc ça montre qu'il faut vraiment être attentif à toutes les situations. Alors sur le grand plan Marshall des CHU, non, je ne le vois pas venir. Pour l'instant, ma bataille, je vois certains présidents de fédération au fond de la salle qui, je pense, la partagent, c'est déjà d'avoir la compensation de l'inflation en 2023 pour juste éviter que les CHU plongent en termes de déficit, parce que si on laisse les choses aller comme prévu, les CHU vont se retrouver à plus d'1 milliard de déficit. Autant dire que ça va être difficile de maintenir des niveaux d'investissement. Et par exemple, des mesures que nous avons prises sur l'intéressement recherche, que j'ai doublé en arrivant, du temps protégé PH, c'est de la dépense en plus. C'est sûr que quand à un moment donné vous plongez, voilà, ça vous là. Donc je ne suis même pas à espérer que tout d'un coup il y ait 10 milliards qui déboulent sur les CHU. Et pour l'instant, non, objectivement, je pourrais tout à fait le regretter avec vous, mais je vous mentirais en vous disant que je vois ça poindre à l'horizon. C'est vrai qu'il ne passe pas inaperçu, mais vous aviez reconnu, c'était lui, le président de Fédération Lamine Garbi, je pense. On ne t'entend pas, Lamine. Merci Pascal. Bonjour Nicolas. Pardon pour mon retard, les taxis ont quelquefois du mal. Alors, j'ai écouté tes propos avec admiration, envie et jalousie. Tu as une belle idée, créer 1200 logements. On a aussi sur les territoires la même idée, sauf que nous, pour le faire, il faut qu'on le finance sur nos fonds propres. Et toi, tu as 100 millions d'euros qui arrivent sur 3 ou 4 ans. Donc là, c'est un peu la jalousie, avec le sourire, bien évidemment. Une première question taquine. 20% d'augmentation de recrutement, moins 11 de départ. Donc ça fait plus d'effectifs. As-tu retrouvé l'activité de 2019 avec ce monde en plus? Et la seconde question, peut-être plus générale, notre ministre l'a rappelé à notre congrès à Bordeaux la semaine dernière, l'esprit Covid. La réanimation privée pendant la pandémie, c'était 20-25%, je dirais, d'activité en complément. Et j'ai même eu des appels de Martin Hirsch, vous vous en souvenez. Donc, est-ce que l'esprit Covid, aujourd'hui, demeure dans les relations publiques-privées? Et c'est aussi le sens, je pense, de la table ronde suivante. Alors, d'abord, sur le logement. Moi, j'assume complètement que l'État aide l'Île-de-France sur ce sujet. On a honnêtement aujourd'hui un sujet de pouvoir d'achat des travailleurs de l'hôpital en Île-de-France. La preuve, ils se barrent tous en province, et notamment dans Languedoc-Roussillon. Bon, donc, comme on ne va pas augmenter les salaires de la fonction publique hospitalière en Île-de-France en disant il y a un problème en Île-de-France, on augmente les salaires que pour l'Île-de-France, parce que si on fait pour l'hôpital, il faudra le faire pour l'éducation, pour la police, pour la justice. Le seul levier qu'on a en Île-de-France, c'est de travailler sur le logement, et je pense que c'est juste de le faire pour l'Île-de-France et pas à Béziers. Voilà. Bon, point 1, chère Lamine. Point 2, l'esprit Covid dans les relations publiques-privées. Moi, je veux dire, je suis... Alors, est-ce qu'on a retrouvé l'activité de 2019 ? La réponse est non. On a perdu 1800 lits. Là... D'abord, quand on dit plus 20%, moins 11, plus 20, moins 11, ça dépend de d'où on part. J'avais plus de départs, j'avais 500, 600 départs de plus que d'arrivées. Donc quand je fais moins 11, plus 20%, je suis à peu près à l'équilibre. Et comme je l'expliquais avant que tu n'arrives, c'est un équilibre qui se traduit quand même par des arrivées très fortes cet été et une capacité à rouvrir à peu près 400 lits en fin d'année. Et 400 lits, c'est... un quart de ce que je dois rattraper en termes de lits perdus depuis 4 ans. Donc j'ai encore un long chemin, nous avons un long chemin à faire. Et enfin, sur les coopérations publiques-privées, honnêtement, moi je suis très ouvert d'esprit et tout à fait prêt à discuter avec tout le monde
Enfin, si on pouvait arrêter de nous piquer des médecins réanimateurs qui partent dans tel ou tel ESPIC à Paris, ça me rendrait beaucoup plus serein. Voilà. Jean-François Thébault, puis Dominique Meigne. Oui, bonjour. Merci de cette présentation, Nicolas Revel. Donc, je suis ici avec ma casquette de représentant des usagers. Et je vous remercie beaucoup d'avoir parlé de l'expérience patient à la fin, parce que c'était très orienté quand même RH et structure. Donc j'avais deux constats rapides et deux questions. Constat rapide, depuis que je suis représentant des usagers à l'hôpital Trousseau, je constate d'abord une très bonne ambiance avec la direction et vraiment une volonté de traiter ces sujets. Mais je constate aussi, et ça m'a un peu sidéré, là d'où je venais de l'HAS, l'absence de culture sécurité. C'est-à-dire, par exemple, on avait un événement indésirable, le déclarer comme événement indésirable, pas très chaud. Ensuite, l'accréditation des équipes à risque, je ne connais pas. Personne ne connaissait l'accréditation des équipes à risque. Il y a un problème de culture sécurité qui m'a frappé. Et les deux questions, c'est la première, comment est-ce que vous pouvez mettre en adéquation avec tout ce que vous voulez faire avec les besoins de la population en Ile-de-France, parce qu'on voit les grosses difficultés d'accès. Est-ce que vous travaillez avec l'ARS, avec les associations, pour orienter non pas seulement ce qui est très important vers la recherche et vers la médecine de haute qualité, mais vous avez aussi une mission, surtout en Ile-de-France, d'accès aux soins standards qu'il est très difficile de satisfaire. Ça, c'est ma question. Et deuxième question, tout le travail que vous êtes en train de faire, et je le constate sur l'expérience patient, comment est-ce que vous allez l'implémenter après dans votre projet d'établissement ? Aujourd'hui, aujourd'hui, je pense que les besoins de santé ne sont pas correctement pris en charge en Ile-de-France. Quand vous avez un hôpital central comme la PHP qui a perdu autant de capacité de soins, vous avez, de manière très concrète, des délais de prise de rendez-vous. Vous avez des délais sur des indications chirurgicales qui ne sont pas urgentes, mais j'ai des exemples très concrets, y compris en chirurgie pédiatrique, sur des choses lourdes, où vous avez des listes d'attente très importantes. Vous avez des déprogrammations permanentes, puisque quand vous êtes en tension, vous avez une urgence, vous déprogrammez. Donc on a aujourd'hui une situation qui n'est pas du tout satisfaisante, et on a donc besoin de rehausser notre capacitaire, que ce soit, je dirais encore une fois, une capacité à soigner sous toutes les formes, que ce soit l'hospitalisation complète, HDJ, consultation, enfin après. Donc ça passe par, oui, RH, ça passe par recruter, ça passe par rouvrir des lits, ça passe par ça. Il faut que les blocs tournent, il faut qu'on puisse soigner. Voilà. Et ensuite, ce que nous allons faire là d'ici quelques semaines, puisqu'il faut qu'on ait fini ça en novembre, c'est de voir où il faut qu'on priorise nos réouvertures dans l'année prochaine et l'année suivante. Et ça, on le partagera sans difficulté, parce qu'on va se donner un peu une feuille de route avec quelques priorités de réouverture. C'est jamais complètement simple à faire, mais les communautés médicales dans les GHU ont pris ce sujet. Voilà. Bon, et quant à la question de l'expérience patient, il se trouve que Jean-François Thébault participe à nos travaux. On a eu une réunion récemment sur le sujet, et donc il sait que on va, là, encore une fois, j'ai lancé en interne un document un peu de 50 pages. Voilà, tout le monde va réagir et on va construire d'ici la fin de l'année le plan d'action. Et on ne fera pas tout. Donc on va dire sur quoi on peut, en effet, en 24, en 25, réussir à avancer. Parce que ce qui est important quand on se fixe une feuille de route, c'est d'être capable de la mener à terme. Alors, deux questions. Une question de Dominique Meigne et une question d'un chat des gens qui nous sont des amis qui nous regardent à distance. Oui, question rapide et réponse. On a encore 5 minutes. Agnès Buzyn, dans son journal, fait état d'une rencontre avec votre prédécesseur qui vient lui présenter son projet qui est construit sur l'organisation, l'arborescence GHU, DMU. Elle considère que globalement cette organisation est illisible et qu'elle est totalement dans l'incapacité d'assurer la déconcentration vers les soignants. Bon, elle a ses propres idées, mais en tant que médecin d'institution, mais ce n'est pas la question. La question, c'est, vous l'avez dit en exergue, et on le comprend très bien, la priorité, c'est le court terme, c'est de trouver des réponses pragmatiques, etc. Pensez-vous que vous puissiez totalement éviter, à un moment donné, ce sur quoi vos prédécesseurs ont toujours eu un mal fou à trouver des réponses, c'est l'organisation
de cette entité hospitalière qui est la plus importante du monde, d'après... Oui, je crois. Hein. Est-ce que vous ne serez pas amené à un moment donné, pour assurer ce mouvement de responsabilisation, à revoir l'organisation de l'entité AP-HP? Oui, la même question d'ailleurs. Est-ce que c'est pas trop gros? Question de notre... Non, mais moi, je n'arrive pas en me disant est-ce qu'on va découper en rondelles la PHP. Je pense que ce n'est pas ça qu'un nouveau directeur de la PHP doit prioritairement, surtout dans la situation de crise où nous sommes. Bon. Quelque part, Dominique, vous l'avez amené. Pour moi, j'ai dit je n'ouvre pas la question de l'organisation au sens où je ne redécoupe pas les GHU. Il y en avait 12, on est passé à 6. Je ne sais pas s'il en faut 7, 8, 4. Tout ça, ça reste de toute façon une maille intermédiaire, probablement nécessaire, parce que sinon c'est le siège avec 38 établissements directement. Pas non plus complètement simple. Il y a plein de sujets du quotidien qu'il faut pouvoir à un moment donné confier à un échelon des comptes. Est-ce qu'on doit avoir des GHU, 1000 services, rien au milieu, qui ne régulent rien, qui ne coordonnent rien, et donc 0 pôle à la paix? Moi, j'en suis pas sûr non plus. Est-ce qu'il faut avoir des pôles qui agrègent des services qui sont répartis entre 8 établissements à 12 km les uns des autres? Peut-être pas. Mais quand j'arrive, on a cette structure de DMU, et il se trouve qu'en 2023, il y avait une revoyure sur les DMU. Donc ce que j'ai fait un questionnaire à tous les chefs de service en disant, les gars, est-ce que vous considérez que votre DMU fonctionne? J'ai une réponse qui était... Ouais, bon. Donc j'ai dit, écoutez, maintenant vous prenez, pour chaque DMU, vous avez carte blanche. Et moi, aujourd'hui, il y avait à peu près 800 services, 80 DMU, donc un rapport de indice. Je dis, moi, si à la fin des fins, il y a le double de pôles, je m'en fous. Si on a des pôles plus petits, plus concentrés, plus compacts, ça me va très bien. Ils se sont parlé, ils ont changé, un tiers des DMU ont changé de périmètre, mais ils n'ont pas changé grand-chose. Pour de bonnes ou de mauvaises raisons. Bon. Mais à la limite, ce n'est pas tellement mon sujet. Parce que mon sujet à la fin des fins, et c'est là-dessus que je travaille, c'est qu'est-ce que je redescends sur le service? Qu'est-ce que fait un pôle? Et qu'est-ce qu'on doit pouvoir décider dans un service? Aujourd'hui, à la paix, un chef de service, il n'a pas son effectif. Ce qu'on appelle le TPER en bon français. Bon. Quand il veut recruter sur un poste vacant, il doit faire viser, ou le cadre, à un niveau supérieur le fait qu'on va juste renouveler le poste. Il ne peut évidemment pas transformer, quand il a un poste vacant, dans une autre catégorie non médicale. Il n'a aucun budget à sa main. Tout est géré au-dessus. Donc moi, ce que je fais, c'est simplement, c'est de ça dont je m'occupe. C'est que je reprends tous ces trucs-là, et à partir de 24, il y aura un TPR dans tous les services, ce qui n'existe pas. Le tandem, le binôme chef de service cadre pourra à un moment donné, sans avoir besoin d'avoir un visa au-dessus, transformer sous certaines conditions qu'on est en train de préciser des emplois, et il y aura un budget de service. Il sera au début tout petit, parce que je n'ai pas d'argent, et après, ce que je leur ai indiqué, et c'est dans les 30 leviers, c'est qu'on va réduire notre déficit, et pour tout service qui améliore son résultat économique, qu'il soit déficitaire ou excédentaire, je me fous complètement de savoir si la T2A fait qu'on est excédentaire ou déficitaire. Sur toute amélioration, 20% est redistribué au service, pas au DMU, hein, pour un budget de service. Bon. Donc, c'est ça que je fais. Et après, on va voir comment... Je veux, comme on dit en jardinier, il faut remettre de l'eau et de la lumière sur le service, pour qu'on puisse avoir des équipes qui retrouvent des moyens pour agir, prendre de l'initiative et décider un certain nombre de choses par eux-mêmes. Après, le DMU, il va continuer à faire plein de choses, mais le service doit pouvoir reprendre la main sur un certain nombre de trucs. Et ça, à la limite, on verra. Si après, ça ne suffit pas, que je suis bloqué, on va voir. Il y a des sujets d'équilibre, par exemple, entre DMU et site. Aujourd'hui, il y a des GHU qui ont réinvesti des vraies directions de site. D'autres, pas vraiment. Les directions de site sont faibles. C'est probablement un sujet. Moi, je suis persuadé qu'une communauté doit avoir un interlocuteur en proximité qui a 2-3 leviers. Donc, ce sont des choses sur lesquelles on va probablement bouger dans les prochains temps. Mais il faut prendre le truc comme ça. Voilà. S'il n'y a pas d'autres questions, on termine comme cela et on passera à une séquence
à la séquence suivante. Quand même, les deux problèmes majeurs, enfin deux problèmes parmi d'autres, mais enfin deux problèmes majeurs, psychiatrie, pédiatrie, comment vous gérez ça? Et deuxièmement, également les grands travaux, parce que bon, il y a le grand travaux du Nord, où est-ce qu'on en est, qu'est-ce que ça va donner, etc. Pascal adore, en une dernière question, poser 3-4 questions différentes. Okay. Donc, non, on est encore en difficulté sur la gériatrie, la pédiatrie et en effet la psychiatrie. Comment on va gérer ça? On n'est pas rendu. Je pense que sur la pédiatrie, il y a quand même un sujet sur les études infirmières où il n'y a quasiment plus rien en pédiatrie. Sur la gériatrie, il faut qu'on arrive à réintéresser à cette spécialité qu'il faut faire redécouvrir et réhabiliter dans le regard, entre guillemets, d'un certain nombre de professionnels. Et la psychiatrie, c'est pas loin d'être la même chose. Donc on a encore beaucoup de boulot là-dessus. Et quant à l'hôpital Nord, puisqu'on a quelques grandes opérations, dont la reconstruction de Bichat et de Beaujon sur un nouveau site à Saint-Ouen, on a eu une annulation de la déclaration d'utilité publique par le tribunal administratif de Montreuil en juillet. On a fait appel de cette décision. L'audience a eu lieu hier. Donc, le jugement interviendra dans 3 semaines. Mais ce qu'on appelle les conclusions du rapporteur public qui disent ce que pourrait être la décision de la Cour va dans notre sens, au sens où le jugement du TA de Montreuil pourrait être invalidé sur le fond, la Cour administrative considérant qu'il y a c'est bien un sujet, enfin un projet d'intérêt public. Et le reproche qui nous a été fait d'avoir fait un nouveau hôpital avec beaucoup moins de lits que dans Bichat et Beaujon, en réalité, à mon avis, n'est pas le sujet du juge administratif, point 1. Donc ça, c'est le sujet de droit, et c'est pour ça que la Cour administrative va censurer. Mais sur le fond, c'était vrai en 2016 dans le premier projet, c'était moins 30% de lits, ça n'est plus du tout vrai aujourd'hui, parce que ce projet a été revu un certain nombre de fois. Voilà, je crois, on vous applaudit. Je crois que vous nous avez démontré que la sagesse gubernatoriale existe, et d'autre part, mais là on repart sans trop savoir, Dominique et moi, c'est que est-ce que franchement le tout vaut mieux que la somme des parties? On n'a pas très bien compris si c'était trop grand ou pas assez grand. Enfin, on attendra de vous inviter la prochaine fois. Je vous le dirai quand j'aurai fini. Voilà. Et en fait, on coupe cet entretien parce que il faut le faire et puis on a très envie de vous revoir. Donc, c'est vous donner envie de revenir avec nous.